Bonjour à tous. Pour garder le lien avec les artistes invités de la saison 2021 et malgré le contexte sanitaire actuel, nous vous proposons des rencontres sous forme d'entretiens radiophoniques comme des bords-plateaux d'avant-spectacle. L'occasion de découvrir l'univers des artistes et compagnies qui auraient dû jouer à FCN Universitaire en cette période troublée. Et surtout, en attendant leur venue sur nos planches. Bord-plateau Covidé. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation, Didier Cousin. Difficile de cacher notre déception. Nous devions accueillir Toutes les choses géniales de Duncan Macmillan le 18 novembre, que nous avons eu la chance de découvrir en Avignon 2019. Mais la situation sanitaire en a décidé autrement. C'est donc déçu mais pleine d'espoir pour l'année prochaine que nous vous proposons ce format de rencontre. Un peu comme un bord-plateau, avant le spectacle et à l'audio. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre parcours et surtout de la genèse de Toutes les choses géniales? Pour dire l'histoire rapidement, ça parle d'un homme qui raconte comment il a commencé une liste de choses géniales, de ces petites choses qu'on trouve géniales quand on a 7 ans, les gens qui tombent par terre par exemple. Et il a le jour où il a appris la première tentative de suicide de sa mère. Et en fait, sa tentative, c'était au fond de changer sa mère, de la sortir en fait de cette dépression en lui montrant à travers toutes ces petites choses tout ce qu'il y avait de beau dans la vie. Et en fait, cette liste, il l'a continuée en tant qu'adulte pour se rendre compte au fond que cette liste l'avait lui-même au fond servi à se sortir de cette situation qui est d'être confronté à quelqu'un qui est très dépressif. Le spectacle, il parle toujours plus de cette énergie-là, de se sortir d'eux, plutôt que d'être simplement pris dans les raies, par exemple, de la dépression ou des choses comme ça. Ça donne une énergie assez importante, mais bon, c'est ce que Cyrulnik appelle la résilience, c'est-à-dire c'est vraiment comment en fait on peut déployer une énergie et comment ça donne de l'énergie aussi quand on arrive à se sortir d'une situation traumatique. C'est un peu optimiste, on espère, en tout cas, par rapport à la thématique plutôt lourde. Comment s'est passée votre rencontre avec ce texte, avec la compagnie et l'envie de faire ce projet ensemble? C'est un spectacle optimiste. Je rebondis là-dessus parce qu'en fait, généralement, on le présente sous la thématique du suicide, ce qui n'est pas juste en fait. Le spectacle ne parle pas de la question du suicide, elle parle de la question de comment quelqu'un résiste à la confrontation avec une mère suicidaire. Après, comment ça s'est fait? C'est qu'en fait, Arnaud Ancard donc s'intéresse depuis pas mal d'années au théâtre anglais et il est amené à demander parfois des traductions de textes. On lui envoie des textes traduits, récemment traduits. Et d'un autre côté, Capucine Lange, qui est la co-directrice du Théâtre du Prisme, organise tous les 2 ans un festival de lecture qui s'appelle Prise Directe. C'est un festival de lecture en prise avec le réel ou en prise avec le monde. Et donc, ils m'ont proposé de lire ce texte dans ce cadre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il était évident, c'est très rare, mais il était évident que ce texte était pour moi. Donc, on a décidé ensuite, avec le Théâtre du Prisme, de monter le texte. Et alors, au-delà de l'évidence, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a plu dans ce texte? D'abord, l'écriture, c'est très très bien écrit. Alors voilà, il y avait cette chose-là. Il y avait le fait que moi, je n'avais jamais fait non plus de seul en scène. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'il mettait en jeu la participation du public d'une manière très très forte. Et que ça, bien sûr, c'était aussi extrêmement intéressant dans le challenge à tenir. Alors par rapport au texte, on parlait tout à l'heure du drame, Arnaud m'a beaucoup poussé à raconter cette histoire de manière tonique et vivante. C'est-à-dire ne jamais me laisser happer par le drame de la situation pour transmettre ça au public. C'est-à-dire cet homme qui raconte, il raconte quelque chose qui lui est passé, donc il est plus pris dans l'histoire. D'accord. Et qu'est-ce que cela apporte au spectacle, selon vous, de pouvoir interagir directement avec le public? Ça renforce l'intimité, ça sert le propos? Je dirais que c'est une situation très très rare au théâtre, de pouvoir partager avec des gens toute cette histoire, avec les émotions. C'est quand même une forme qui permet une rencontre avec le public incroyable. Est-ce que vous avez déjà eu des refus de participer ou des malaises? Parce que pour certaines personnes, ça peut être un peu violent, peut-être, je ne sais pas, d'être pris à partie de la sorte. Non, jamais. Je travaille beaucoup sur le fait d'aller demander aux gens pour raconter l'histoire avec moi et de ne jamais les mettre en difficulté. C'est-à-dire qu'on joue ensemble. Et puis, il n'y a pas du tout... Je sais, le public est méfiant et moi, je sais, j'ai déjà vu des spectacles aussi où
le public est un peu maltraité quand il est choisi comme ça, où en fait on a l'impression qu'on se moque. On a vraiment essayé de faire en sorte pour que jamais il y ait cette sensation-là, que la personne choisie soit mal à l'aise. Parce qu'à un moment donné, quand même, on demande à une personne d'enlever sa chaussure, d'enlever sa chaussette et de la mettre sur sa main, ce qui est quand même beaucoup, si on regarde ça de l'extérieur. Et lui-même avait écrit sur le texte en note de bas de page que jamais personne n'avait refusé de le faire. Il m'a donné confiance, parce que moi je me disais quand même, il faut y aller, enlever la chaussure, enlever la chaussette. Et ben non, effectivement, les gens ne refusent pas. Sans doute aussi à cause du dispositif, à cause du fait qu'on est tous, on se voit tous et on est tous vus de la même façon en fait. Il n'y a pas de surplomb, il n'y a pas de gens qui regardent. Tout le monde est dans la situation de regarder et d'être regardé. Et alors les gens trouvent généralement que ceux qui sont choisis pour jouer un personnage, ils trouvent qu'ils jouent très très bien. En fait, on participe aussi à chaque fois à une chose qui est quand même incroyable, c'est comment, sans être prévenu, quelqu'un s'empare d'un rôle, comment il va le jouer. En fait, ça intéresse beaucoup de monde de voir ça, de voir comment on fait. Voir des étoiles filantes, Rimbaud, l'humour, les crêpes, un film de science-fiction sous la couette, peindre en écoutant de la musique. C'est aussi se rendre compte à quel point cette relation elle est fragile, parce que là on a joué en Suisse juste avant le confinement. Enfin, eux n'étaient pas confinés, nous on était déjà confinés. Et le spectacle démarre, il y a une personne âgée qui tousse et qui sort. Là, ça a été beaucoup plus difficile au niveau de la représentation parce que c'était comme si la relation s'était un peu détériorée. Voilà, la relation de confiance, tout ça, le masque, la Covid, tout ça est revenu en masse et on était un peu sortis de la chose. Cette dame était sortie parce qu'elle a des problèmes récurrents d'asthme. Et voilà, et je me suis dit, tiens, c'est vrai que cette relation-là, avec des gens aussi proches, c'est une relation qui est délicate. Et c'est aussi cette délicatesse-là de pouvoir faire entrer de la fiction comme ça dans la vie des gens en croyant que c'est du témoignage. C'est-à-dire comment on est aussi à une frontière en fait dans ce spectacle. Justement, en parlant de proximité avec le public, la forme est particulière de par le dispositif dont on a déjà parlé, mais c'est également un seul en scène, ce qui finalement est une forme assez particulière au théâtre. Comment s'est passé le travail de plateau pour à la fois être seul en scène et avoir un dispositif si particulier? Alors, on a d'abord travaillé sur le texte, sur ce que ça raconte. Et puis ensuite, on a fait quelques temps d'expérimentation avec des gens qu'on faisait venir, notamment au moins un père, une mère. Et la difficulté pour moi, ça a été de réussir à jouer en étant toujours en contact avec les gens. Et ça s'est fait pendant les premières représentations, en fait. Parce qu'en fait, c'est une chose qu'on doit pratiquer en réel pour pouvoir petit à petit le comprendre et le maîtriser. C'est-à-dire, il y a la relation avec les gens, il y a je dois suivre l'histoire, je dois faire ce que j'ai à faire par rapport à l'histoire, tenir le rythme, enfin le travail habituel de l'acteur, et en même temps, je reçois comme ça, par exemple, les premières fois, je me retournais, je voyais quelqu'un qui était en pleurs, ça me faisait vibrer, enfin, boum, comme ça, donc à la fois de trouver le rapport, toujours le rapport juste pour que l'histoire puisse continuer tout en intégrant tous ces éléments. Et donc, on l'a esquissé tout à l'heure, mais je voudrais, si vous voulez bien, revenir sur la genèse et le calendrier du projet. Donc, ça a commencé dès lecture et l'envie de le mettre au plateau. Avignon est arrivé, mes souvenirs sont bons, en octobre 2018 pour jouer en Avignon en 2019 et je l'avais joué, je sais pas, une 35 fois. En fait, ce qui était prévu, c'est que de septembre à juin, j'avais 130 dates à faire sur cette saison-là. Voilà. Donc, ce qui est énorme. Bon, après, c'est tout le travail aussi que fait l'équipe du Prisme pour parler du spectacle. Parlons justement plus du spectacle et de ces thématiques, même si ce ne sont pas les seules, à savoir la dépression, tentative de suicide, même si c'est plus le prétexte que le sujet. En quoi est-ce important d'en parler au théâtre? En quoi est-ce que ça permet d'ouvrir le dialogue? Quelles sont les retombées du public par rapport à cette thématique? L'auteur, lui, a une position déjà, c'est-à-dire qu'il a écrit ce texte, lui, parce qu'il s'était rendu compte que pour un homme de son âge, je crois qu'il a 40-45 ans, que les hommes de son âge avaient beaucoup de difficultés à parler finalement de leurs émotions, d'aborder par exemple des sujets comme justement la dépression, des choses comme ça, de parler en fait de ces choses. Alors, je sais pas, d'abord, il y a plusieurs types de publics. Il y a quand même des gens qui sont plus ou moins concernés par le sujet. En tout cas, l'espoir, c'est de toucher, d'abord de toucher le public, de toucher les gens, et aussi, finalement, toujours de raconter ce qui fait la vie, en fait, ce qui est vivant, l'action d'être vivant, le fait de s'en sortir, de vouloir s'en sortir, il y a le rapport à l'imaginaire, comment pouvoir penser qu'une liste de jolies choses puisse lutter contre la dépression chronique. Comment cet homme aussi, finalement, garde quelque chose de l'enfance pendant toute sa vie.
mon chat. Les fous rires avec ses amis. Marcher pieds nus dans l'herbe du matin. Le Japon. Les spectacles vivants. L'amour. Écouter la pluie tomber sur un toit en tôle dans un voyage improbable. Moi, je fais ça, en fait, je fais un atelier des fois d'écriture avant, où je propose aux gens, pendant 2 heures, on écrit donc les choses qu'on trouvait géniales à 7 ans, les choses qu'on trouvait géniales à l'adolescent, 5 ou 10 choses. Et après, de temps en temps, je demande aux gens de lire une des rubriques à voix haute. Donc, par exemple, cueillir les framboises, et les autres font « Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. » Enfin, je veux dire, comment en fait aussi, on a plein de choses communes en fait sur ces petites choses. Et puis, je crois que chaque spectateur, à un moment donné, est rattrapé par la liste. Enfin, je veux dire, ce que les gens disent aussi après, ils me disent qu'ils ont envie de commencer une liste. Même en dehors d'une situation extrême comme celle-là, enfin, celle qu'ils proposent dans le spectacle, une liste, c'est pas mal parce que ça embraye quelque chose, un processus de se dire, voilà. Alors, si on fixe comme règle, comme celle qui est dans le spectacle, ce ne sont que des choses positives. C'est aussi une manière de regarder le monde. On est plutôt abreuvé de choses négatives dans la vie. On est assommé même par les choses négatives. Et là, lui, délibérément, il fouille dans tout ce qu'il peut y avoir de positif. Et en fait, le positif, on a aussi à le fouiller. C'est pas si évident que ça. D'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais à la sortie du spectacle, quand je l'avais vu, en tout cas, vous invitiez les gens à commencer cette liste en vous adressant une de leurs choses géniales dans une petite boîte. Idée très sympa. Et je me demandais si vous aviez souvenir de quelques petites choses géniales particulières qui vous auraient marqué. Le coucher de soleil à Blankenberg, mais c'est parce que c'est la Belgique. Mais il y a quoi d'autre ? Raconter à sa chérie le film qu'elle n'a pas vu parce qu'elle s'est endormie. Pas mal. Voilà. Non, mais généralement, ce sont des choses très simples. Hein. On les met sur Instagram, je pense. Moi, j'ai la mémoire qui flanche, mais on les met sur Instagram. On va aller regarder ça sans aucun souci et on mettra dans la description le lien du coup. Nous-mêmes, on a commencé à collecter des choses géniales des étudiants et c'est nos services civiques qui l'ont fait. Et ça me fait penser à ce que vous disiez il y a quelques secondes, parfois des étudiants qui les regardaient en mode je ne sais pas. Mais un camarade qui arrive derrière, il dit bah si, par exemple, aller voir un concert avec les copains. Ah bah oui, t'as raison, ça c'est génial quand même. La bonté, le chocolat, un verre de bon vin blanc, une bonne blague, un rayon de soleil qui réchauffe ma peau, le thé aux fruits rouges, me réveiller à 8h et m'apercevoir qu'on est dimanche. Justement, reparlons de choses moins géniales, à savoir la crise sanitaire. Quel point il y a un impact sur ce projet ? Alors, pour l'instant, l'essentiel sont plutôt des dates reportées, annulées. Je crois qu'il y a eu peu de dates annulées. Je préfère ça, moi, personnellement. Vu le nombre de spectacles que j'avais à faire sur la saison, 130, j'ai pas prévu d'autre chose. Je joue avec une autre compagnie dans fin de partie, là, qui doit se reprendre en janvier, si ça se reprend. En fait, cette année était consacrée entièrement à toutes les choses géniales, parce que j'avais pas le temps de faire autre chose. Donc, c'est un peu des projets, s'il y en a, seront reportés sur l'année d'après. De toute façon, on va vivre une drôle de situation. Là, il y aura une espèce d'embouteillage après le règlement des situations qui va être très bizarre. Hein. De toute façon, mais en fait, ça touche pour moi une des choses essentielles du théâtre, qui est quand même la rencontre. Il n'y a que le théâtre qui provoque ça. C'est-à-dire, on peut proposer des choses par vidéo, il y en a qui ont été proposées et tout ça, mais on voit bien qu'au bout d'un moment, il y a une limite. C'est-à-dire, théâtralement, il y a une limite. Parce que le théâtre, c'est vivre ensemble quelque chose. Alors, je sais pas, lui, Thiago Rodriguez évoquait, il va peut-être falloir faire du théâtre sur les bords de plage le matin, il va peut-être faire des choses très simples dans les parcs, au jardin public. Parce qu'en fait, la vidéo, ou le cinéma, c'est un autre média. C'est pas le théâtre, c'est cette rencontre. Donc, je sais pas, ça va sans doute aussi faire évoluer la pratique du théâtre. Parce que moi, j'ai de la chance, c'est une petite jauge. Donc, par exemple, en Suisse, on a pu jouer, il y avait 50 personnes, mais par exemple, tous les gros spectacles avec plus de public, c'est impossible. Et puis, c'est aussi dans cette optique-là qu'on a imaginé ces petits formats d'échange entre les compagnies qui n'ont pas pu venir et nous-mêmes, histoire de garder un lien. Mais en effet, nous, tout ce qui est captation, etc., on est bien d'accord. On n'est plus dans le théâtre et la rencontre, on est dans autre chose. Et ça nous intéresse quand même vachement moins. Le cinéma, c'est un métier, le théâtre, c'en est un autre. Parfois, ça se croise, mais
mais c'est différent. Mais de toute façon, on le voit bien quand on voit des captations vidéo. Ça n'arrive pas à rendre compte de ce qui se passe complètement. On voit le mouvement, on voit une série de choses, mais ça n'arrive pas à rendre compte de ce qui se passe réellement. Et on n'arrive pas à rendre compte, et j'ai même envie de dire, même quand on voit un film dans son salon et quand on le voit au cinéma, évidemment, il n'y a pas non plus la rencontre avec les autres, avec le public. Non, mais tout à fait, je suis d'accord. Il y a une chose qui est spécifique au fait de faire quelque chose ensemble, de regarder ensemble quelque chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui était particulièrement pertinent pour toutes les choses géniales, c'est qu'en plus c'est un spectacle où chacun se regarde, chacun se voit, chacun est en complicité, et c'est encore, c'est l'exemple parfait, j'ai envie de dire, pour appuyer ce qu'on est en train de dire. Ce spectacle en captation, je ne pense pas que ça pourrait donner tant d'émotions que ce qu'on a vécu en vrai quand on l'a vu. Oui, et puis qui nous manque. Moi, ça me manque, raison de rencontrer les gens. Enfin, moi, ça me manque. Je pense qu'il y a une partie de nous qui a besoin de ça. Bien sûr, c'est quand même le cœur de nos métiers. Oui. Mais c'est vrai. On a fait pas mal le tour. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de dire, d'ajouter, quelque chose qu'on a oublié, quelque chose qui n'a rien à voir? À l'année prochaine, alors. Ouais, à l'année prochaine. Je serais très content de venir en vrai. Les lasagnes. Être devant une série avec un chocolat chaud quand il fait moins 15 degrés dehors. Ne pas se faire réveiller par son réveil le matin. Les soirées. Regarder des Disney. Les animés.